je dois aborder un sujet qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps, à savoir les récentes recommandations publiées concernant la tension artérielle. En tant que professionnel de santé qui voit des patients tous les jours, je suis sincèrement inquiet de la direction que nous prenons avec ces recommandations de plus en plus strictes, en particulier pour nos patients âgés. Laissez-moi vous décrire ce que j'observe dans ma pratique clinique. Presque tous les jours, je rencontre des patients, en particulier ceux âgés de plus de 65 ans, qui se sentent faibles, ont des vertiges et ont du mal à accomplir leurs activités quotidiennes. Lorsque nous creusons un peu plus, nous découvrons souvent qu'ils prennent plusieurs médicaments contre l'hypertension, prescrits avec les meilleures intentions, mais qui entraînent une pression artérielle trop basse par rapport à leurs besoins individuels. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une tendance qui devient impossible à ignorer. Les récentes recommandations des principales organisations cardiovasculaires ont suscité un débat considérable au sein de la communauté médicale, et pour cause. Elles ont abaissé le seuil de ce qui est considéré comme une tension artérielle normale, affirmant désormais que tout ce qui est inférieur à 120/80 est idéal, tandis qu'une tension systolique comprise entre 120 et 129 est classée comme élevée. Réfléchissez-y un instant. Une pression artérielle de 125/75 que beaucoup d'entre nous auraient considérée comme parfaitement acceptable il n'y a pas si longtemps, est désormais qualifiée d'élevée. Ce changement a des implications profondes pour des millions de personnes. Je tiens à être clair sur un point important. L'hypertension artérielle est en effet un problème de santé grave qui nécessite une attention particulière. Il existe des preuves solides établissant un lien entre l'hypertension non contrôlée et un risque accru d'accident vasculaire cérébral, de maladies cardiaques, de problèmes rénaux et, oui, même de déclin cognitif et de démence. Ce sont là des risques réels auxquels nous devons absolument nous attaquer. Cependant, la question n'est pas de savoir si nous devons traiter l'hypertension artérielle, mais plutôt de trouver le bon équilibre et de comprendre les causes sous-jacentes. Ce qui me dérange le plus dans ces nouvelles recommandations, ce ne sont pas seulement les chiffres eux-mêmes, mais ce qui semble manquer dans le débat. Lorsque l'on examine les recommandations en matière de mode de vie qui accompagnent ces directives, on constate qu'elles mettent fortement l'accent sur la réduction de la consommation de sel, la consommation accrue de fruits et légumes, et la limitation de la consommation d'alcool. Ce sont là des suggestions raisonnables, qui ont certainement leur place dans un mode de vie sain pour le cœur. Mais il y a une omission flagrante que toute personne familière avec la santé métabolique moderne remarquerait immédiatement. Nous vivons à une époque où les dysfonctionnements métaboliques sont devenus incroyablement courants. La relation entre notre santé métabolique et notre tension artérielle est profonde et bien établie dans la littérature scientifique. Lorsque notre corps a du mal à traiter et à utiliser correctement l'énergie provenant de notre alimentation, cela déclenche une cascade d'effets qui se manifeste souvent par une élévation de la tension artérielle. Ce dysfonctionnement métabolique est principalement dû à nos habitudes alimentaires modernes. La surconsommation d'aliments transformés, de glucides raffinés et de sucres ajoutés, combinés à un mode de vie de plus en plus sédentaire. Pensez à la façon dont nos habitudes alimentaires ont changé au cours des dernières décennies. Nous consommons plus d'aliments transformés que jamais, des aliments souvent riches en glucides raffinés et en sucres ajoutés. Ces aliments provoquent des pics rapides de glycémie qui, à long terme, peuvent entraîner des problèmes dans la façon dont notre corps réagit à l'insuline. Lorsque cela se produit, cela affecte pratiquement tous les systèmes de notre corps, y compris notre système cardiovasculaire. Les vaisseaux sanguins deviennent moins souples, les reins retiennent plus de sodium et l'inflammation augmente dans tout le corps. Tous ces facteurs contribuent à l'élévation de la pression artérielle. Pourtant, lorsque j'examine les recommandations alimentaires de ces nouvelles directives, ce lien fondamental entre la santé métabolique et la pression artérielle
semble être sous-estimée. Certes, elle mentionne l'alimentation, mais l'accent reste fortement mis sur la restriction sodique qui, bien qu'elle puisse être utile pour certaines personnes, ne s'attaque pas à la cause profonde de l'hypertension chez de nombreuses personnes. C'est comme essayer de vider l'eau d'un bateau sans réparer le trou dans la coque. Cela m'amène à m'inquiéter du surtraitement, en particulier chez les personnes âgées. Avec l'âge, notre système cardiovasculaire change naturellement. Nos vaisseaux sanguins deviennent de moins élastiques et notre corps peut en fait avoir besoin d'une pression artérielle légèrement plus élevée pour assurer un flux sanguin adéquat vers les organes vitaux, en particulier le cerveau. Lorsque nous abaissons de manière agressive la pression artérielle chez les personnes âgées, pour respecter ces directives strictes, nous risquons de causer plus de mal que de bien. J'ai vu des patients âgés de 70 à 80 ans qui prenaient 3 ou 4 médicaments contre l'hypertension, atteignant les valeurs cibles sur le papier, mais souffrant de fatigue chronique, de vertiges fréquents et même de chutes. Les chutes chez les personnes âgées ne sont pas anodines. Elles peuvent entraîner des fractures, une perte d'autonomie et une cascade de problèmes de santé qui l'emportent largement sur les avantages théoriques d'avoir une tension artérielle parfaite. Le cerveau, en particulier, est sensible aux variations de pression artérielle. Si une pression artérielle très élevée peut certainement endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, à long terme, une pression artérielle trop basse peut être tout aussi problématique. Le cerveau a besoin d'une certaine pression pour assurer un flux sanguin adéquat, en particulier lorsque nous changeons de position. Par exemple, lorsque nous nous levons d'une chaise. Lorsque la pression artérielle est trop basse, ces changements de position peuvent provoquer des vertiges, des étourdissements et même de brèves pertes de conscience. J'ai vu trop de patients âgés dont la qualité de vie a été considérablement altérée par un traitement trop zélé de leur pression artérielle. Ce qui est particulièrement frustrant, c'est que des recherches suggèrent que les objectifs de pression artérielle devraient peut-être être individualisés en fonction de l'âge et d'autres facteurs. Certaines études ont montré que pour certaines personnes âgées, une pression artérielle légèrement plus élevée pourrait en fait être associée à de meilleurs résultats. Pourtant, ces nuances semblent se perdre lorsque les directives sont appliquées comme des règles universelles. L'approche pharmaceutique de la gestion de la pression artérielle a certainement sa place. Il existe des situations où les médicaments sont absolument nécessaires et peuvent sauver des vies. Mais lorsque les médicaments deviennent la première ligne de défense, plutôt que de s'attaquer aux facteurs liés au mode de vie, nous passons à côté d'une énorme opportunité d'améliorer véritablement la santé. De plus, chaque médicament comporte des effets secondaires et des interactions potentielles, ce qui est particulièrement problématique lorsque les patients prennent plusieurs médicaments. Permettez-moi de vous faire part de ce que je considère comme une approche plus équilibrée de la gestion de la pression artérielle. Tout d'abord, nous devons reconnaître que la pression artérielle est souvent le symptôme d'un dysfonctionnement métabolique plus large. Au lieu de recourir immédiatement à des médicaments lorsque la pression artérielle d'une personne atteint 125 ou 130, nous devrions avoir des conversations sérieuses sur la santé métabolique globale. Cela implique d'examiner de manière globale les habitudes alimentaires. Les patients consomment-ils de grandes quantités d'aliments transformés? Quelle est leur consommation de sucre ajouté et de glucides raffinés? Ces aliments favorisent les dysfonctionnements métaboliques bien au-delà de leur teneur en sodium. Lorsque nous aidons les patients à passer à une alimentation complète et non transformée, légumes, protéines de qualité, graisses saines et quantité modérée de céréales complètes si elles sont tolérées, nous constatons souvent une amélioration non seulement de la tension artérielle, mais aussi des marqueurs de santé globaux. L'activité physique est un autre élément crucial qui mérite d'être davantage mis en avant. Une activité physique régulière contribue à améliorer la sensibilité à l'insuline, à réduire l'inflammation, à maintenir un poids sain et a des effets bénéfiques directs sur la santé cardiovasculaire. Pourtant, dans notre culture du remède miracle, il est souvent plus facile de prescrire un comprimé que de travailler avec les patients pour modifier durablement leur mode de vie. La gestion du stress est un autre facteur souvent négligé dans le contrôle de la pression artérielle. Le stress chronique maintient notre corps dans un état d'alerte accrue, avec des hormones de stress élevées qui ont un impact direct sur la pression artérielle. Enseigner aux patients des techniques de réduction du stress,
veiller à ce qu'ils dorment suffisamment et traiter l'anxiété sous-jacente ou les facteurs de stress de la vie peut avoir des effets profonds sur la pression artérielle. Je m'inquiète également des implications plus larges de ces directives de plus en plus agressives. Lorsque nous qualifions de plus en plus de personnes d'hypertendues ou d'hypertendues de stade 1, nous médicalisons ce qui pourrait être des variations normales pour certaines personnes. Cela peut créer de l'anxiété et du stress, ce qui, ironiquement, peut augmenter encore davantage la pression artérielle et conduire à des interventions médicales inutiles. Se pose également la question des ressources et des priorités en matière de soins de santé. Lorsque nous nous concentrons de manière si intensive sur l'atteinte de valeurs spécifiques de pression artérielle, ne négligeons-nous pas d'autres aspects importants de la santé? Consacrons-nous du temps et des ressources à des interventions dont les bénéfices sont marginaux, tout en ignorant des améliorations plus efficaces en matière de santé? La relation entre le milieu médical et l'industrie pharmaceutique est un autre sujet tabou que nous devons reconnaître. Même si je pense que la plupart des prestataires de soins de santé ont à cœur les intérêts de leurs patients, nous ne pouvons ignorer l'influence des sociétés pharmaceutiques sur la formation médicale, le financement de la recherche et l'élaboration des lignes directrices. Lorsque la solution à chaque problème de santé semble passer par une ordonnance, nous devons nous demander si nous servons vraiment les intérêts de nos patients. Je tiens à être très claire, je ne suis pas contre les médicaments. Pour de nombreux patients, les médicaments contre l'hypertension sont absolument essentiels et peuvent leur sauver la vie. Ce que je préconise, c'est une approche plus nuancée et individualisée qui tienne compte de la personne dans son ensemble, et pas seulement d'un chiffre sur un tensiomètre. Pour les jeunes adultes qui souffrent d'une hypertension artérielle réelle, en particulier ceux qui présentent des facteurs de risque supplémentaires, un traitement agressif peut en effet être approprié. Mais pour une personne de 75 ans en bonne santé, dont la tension artérielle est de 135/85 et qui ne présente aucun autre facteur de risque cardiovasculaire, le rapport bénéfice-risque peut être très différent. Nous avons besoin de directives qui tiennent compte de ces différences plutôt que de promouvoir une approche unique pour tous. Le concept de traitement ciblé, consistant à prescrire des médicaments de manière agressive pour atteindre des valeurs de tension artérielle spécifiques, doit être mis en balance avec des considérations liées à la qualité de vie. À quoi bon atteindre une tension artérielle parfaite si le patient se sent mal, ne peut pas mener ses activités habituelles ou court un risque accru de chute et de blessure? J'ai constaté des améliorations remarquables lorsque les patients s'attaquent aux causes profondes de leur hypertension artérielle. Les patients qui ont réduit leur consommation d'aliments transformés et de sucre, augmenté leur activité physique, amélioré leur sommeil et géré leur stress ont souvent pu réduire, voire éliminer, leurs besoins de médicaments contre l'hypertension. Ces changements de mode de vie n'améliorent pas seulement la tension artérielle, ils améliorent également la santé générale, le niveau d'énergie et la qualité de vie. Le drame, c'est que de nombreux patients n'ont jamais l'occasion d'essayer ces approches. Ils commencent immédiatement à prendre des médicaments dès les premiers signes d'hypertension artérielle, sans que l'on tente sérieusement de modifier leur mode de vie. Pire encore, on leur donne des conseils vagues sur la nécessité de manger moins salé, sans aborder les facteurs alimentaires plus importants qui pourraient être à l'origine de leur hypertension. Nous devons également tenir compte de l'impact psychologique de ces directives de plus en plus strictes. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a une pression artérielle élevée avec une valeur de 122, cela peut créer un sentiment de malaise même s'il se sent parfaitement bien. Cette médicalisation d'une variation normale peut entraîner de l'anxiété, des visites fréquentes chez le médecin et une préoccupation pour les chiffres plutôt que pour la santé et le bien-être général. Le contrôle lui-même peut devenir problématique.
J'ai eu des patients qui vérifiaient leur tension artérielle plusieurs fois par jour et s'inquiétaient de chaque petite variation. Cette anxiété peut en fait faire augmenter la tension artérielle, un phénomène connu sous le nom d'hypertension de la blouse blanche, créant un cercle vicieux d'inquiétude et de mesures élevées. Pour les personnes âgées, la situation est encore plus complexe. Nous devons tenir compte de facteurs tels que la fragilité, les fonctions cognitives, l'espérance de vie et les préférences personnelles. Une personne de 80 ans active et en bonne santé peut bénéficier d'objectifs de tension artérielle différents de ceux d'une personne fragile souffrant de multiples problèmes de santé. Pourtant, les directives actuelles ne tiennent souvent pas compte de ces distinctions importantes. La question de la polypharmacie, c'est-à-dire la prise de plusieurs médicaments, est particulièrement préoccupante chez les personnes âgées. Chaque médicament supplémentaire augmente le risque d'effets indésirables et d'interactions médicamenteuses. Lorsque nous ajoutons des médicaments contre l'hypertension à un traitement déjà complexe, nous devons soigneusement peser les avantages potentiels par rapport à ces risques. Je pense que nous avons besoin d'un changement de paradigme dans notre approche de la pression artérielle et de la santé cardiovasculaire en général. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les chiffres, nous devrions examiner le risque cardiovasculaire global, la santé métabolique et la qualité de vie. Cela signifie qu'il faut tenir compte de facteurs tels que la sensibilité à l'insuline, les marqueurs inflammatoires, la fonction physique et les préférences des patients, en plus des mesures de la pression artérielle. Les professionnels de santé doivent être mieux informés sur les facteurs métaboliques de l'hypertension et l'importance des interventions sur le mode de vie. Les facultés de médecine et les programmes de formation continue devraient mettre l'accent sur le rôle de l'alimentation, de l'exercice physique, de la gestion du stress et du sommeil dans la santé cardiovasculaire et pas seulement sur la prise en charge pharmaceutique. Les patients ont eux aussi besoin d'une meilleure éducation. Ils doivent comprendre que la pression artérielle est un indicateur de la santé cardiovasculaire, mais pas le seul. Ils doivent connaître le lien entre la santé métabolique et la pression artérielle et être en mesure d'apporter des changements à leur mode de vie qui s'attaquent aux causes profondes plutôt qu'aux seuls symptômes. Nous avons besoin de plus de recherches sur les objectifs individuels en matière de pression artérielle, en particulier pour les personnes âgées et celles qui souffrent de plusieurs problèmes de santé. Nous avons besoin d'études qui examinent les résultats en termes de qualité de vie et pas seulement les événements cardiovasculaires. Et nous avons besoin de recherches indépendantes de l'influence de l'industrie pharmaceutique axée sur les interventions sur le mode de vie et les approches de médecine personnalisée. L'approche actuelle de la gestion de la pression artérielle, avec ses objectifs de plus en plus agressifs et l'accent mis sur l'intervention pharmaceutique, risque de faire plus de mal que de bien à de nombreux patients. Nous risquons de surtraiter des millions de personnes, en particulier les personnes âgées, sans traiter le dysfonctionnement métabolique sous-jacent qui est à l'origine de l'hypertension. Je constate chaque jour les conséquences de cette approche dans mon cabinet. Des patients qui se sentent moins le plus mal avec leurs médicaments qu'avec une pression artérielle légèrement élevée. Des personnes âgées dont la qualité de vie a été compromise par un traitement trop agressif et des patients plus jeunes qui ont commencé à prendre des médicaments sans avoir sérieusement essayé de modifier leur mode de vie. Il ne s'agit pas d'ignorer l'hypertension artérielle ou d'en minimiser les risques. Il s'agit de trouver une approche plus équilibrée et individualisée qui tienne compte de la personne dans son ensemble, s'attaque aux causes profondes et donne la priorité à la qualité de vie tout en réduisant les risques cardiovasculaires. Nous avons besoin de lignes directrices qui reconnaissent la complexité de la gestion de la pression artérielle et l'importance de la santé métabolique plutôt que de simplement abaisser les objectifs numériques et recourir aux ordonnances. En tant que prestataire de soins de santé, nous devons nous rappeler que notre objectif n'est pas seulement d'atteindre des chiffres parfaits sur le papier, mais d'aider nos patients à mener une vie plus saine et plus épanouissante. Cela signifie parfois accepter qu'une pression artérielle légèrement élevée puisse être appropriée pour certaines personnes, en particulier si un traitement agressif compromet leur qualité de vie ou augmente d'autres risques pour leur santé.
Pour aller de l'avant, il faut avoir le courage de remettre en question les paradigmes actuels, la sagesse de personnaliser les approches thérapeutiques et la volonté de s'attaquer aux causes profondes des maladies cardiovasculaires plutôt que de se contenter de gérer les symptômes. Cela nous oblige à considérer nos patients comme des personnes à part entière et non comme un ensemble de chiffres à optimiser. J'encourage toutes les personnes préoccupées par leur tension artérielle à avoir des conversations approfondies avec leurs prestataires de soins de santé afin de déterminer ce qui leur convient le mieux. Renseignez-vous sur les interventions liées au mode de vie, discutez des risques et des avantages des médicaments et n'hésitez pas à demander un deuxième avis si vous craignez un surtraitement. Votre santé est trop importante pour être réduite à une approche unique. Nous sommes à un tournant dans le domaine de la médecine cardiovasculaire. Nous pouvons continuer sur la voie d'une intervention pharmaceutique de plus en plus agressive, en traitant un nombre toujours plus important de personnes avec des médicaments dont elles n'ont peut-être pas besoin. Ou nous pouvons adopter une approche plus nuancée et personnalisée qui s'attaque aux causes profondes, donne la priorité à la qualité de vie et reconnaît qu'une santé optimale ne se résume pas à l'atteinte d'objectifs chiffrés. Le choix que nous ferons aura une incidence sur des millions de vies et j'espère sincèrement que nous ferons le bon choix.